Bonjour, ici Marc-André Gagnon et bienvenue au troisième épisode de Hockey Elite. Générique, c'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de Hockey Elite Podcast. Ici Marc-André Gagnon et je suis extrêmement content d'être là aujourd'hui pour vous parler en fait d'un mémoire que je suis en train de commencer pour l'université, pour ma maîtrise. Et c'est sans aucun doute que je le fais sur le hockey. Mais sur le hockey, je le fais plutôt particulièrement avec le sport en général. C'est sûr que je risque d'avoir une très grosse emphase sur le hockey puisque c'est mon sport préféré. Mais je le fais sur qu'est-ce qui peut expliquer la cohésion dans les équipes sportives dans un contexte de grand écart de salaire entre les joueurs. Donc, je veux voir vraiment, premièrement, c'est quoi la différence entre les équipes sportives où il y a beaucoup d'écart au niveau des salaires, donc il y a beaucoup de gros salaires et de petits salaires, et dans des équipes qu'on va tenter d'avoir une plus grande proximité pour améliorer la cohésion, la collaboration entre les joueurs. Donc, c'est-tu vrai qu'on a plus de performance au final? Est-ce que les équipes qui ont le plus de succès, c'est des salaires qui sont plus proches ou c'est au contraire des équipes qui vont avoir un peu plus de superstars, disons, et qu'on va compenser avec des joueurs plus faibles par la suite? Donc, je m'intéresse beaucoup à ça. Normalement, en ce moment, dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de stock à ce sujet-là. Il y en a par rapport à d'autres sports. Et je vais partir de ces constats-là par rapport aux autres sports pour voir comment que ça pourrait s'appliquer au hockey. Parce que concernant le baseball majeur, les grands écarts de salaire entre les membres d'une même équipe, ils n'ont jamais été une recette gagnante, là. C'est ça qui supporte par le fait même l'hypothèse d'une cohésion d'équipe. Parce qu'il y a deux différentes théories par rapport à comment gérer une équipe au niveau des salaires. Donc, on a le Team Cohesiveness Theory qui stipule que plus les salaires sont près les uns des autres, plus ça va maximiser la performance. Et on a aussi le Tournament Theory qui stipule que avec des grands écarts de salaire, on va stimuler à l'intérieur de l'équipe une compétition qui va amener les gens à vouloir se dépasser et c'est ça qui va maximiser la performance. Donc, c'est vraiment de voir lequel des deux qui, dans la réalité, selon les sports, ça peut varier, mais lequel qui prédomine. Pour ce qui est du baseball majeur, donc de la MLB, il y avait une étude qui avait été réalisée entre 1985 et 2004. On avait pris les statistiques pour voir laquelle de ces deux théories-là s'appliquait le mieux. Et dans le fond, dans les 10 équipes qui ont eu le plus grand taux de variation de salaire durant cette période-là, de 85 à 2004, aucune de ces équipes-là ont obtenu plus que 53% de victoires pour l'année respective. Donc ça, c'est selon une étude, là, une compilation des statistiques faites par Anala et Winfrey en 2011. Donc ça prouve que c'est pas une recette gagnante d'avoir une dispersion de salaire. Il resterait de savoir si c'est la même chose au niveau du hockey. Je vais m'intéresser là-dessus un peu plus tard. Je vais faire ma propre enquête. Je vais vous revenir dans un autre podcast par rapport à ça. Et aussi, ne pas avoir peur d'investir dans son équipe, ça peut rapporter des dividendes qui sont impressionnants. On pense à des clubs là, qui se tiennent proches du plancher. Là. C'est jamais vraiment quelque chose qui va amener l'équipe à être une des tops dans sa ligue, qui va être amenée à être une équipe qui est dure à battre. Par exemple, même chose encore une fois au baseball. Là. En 2011 et en 2012, les Dodgers de Los Angeles occupaient respectivement le 10e et le 9e rang du classement général du baseball majeur par rapport à la masse salariale. À partir de 2013, les Dodgers ont complètement grimpé en flèche en ayant l'une des 4 plus grandes masses salariales du circuit depuis ce jour-là. Donc, ils ont été au premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Ils ont navigué parmi le top 4 depuis 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Los Angeles a décroché 6 titres de division consécutifs et en ce moment domine complètement leur division. Donc, non seulement cette organisation-là n'a pas peur d'investir dans son personnel, mais les écarts entre les salaires individuels sont beaucoup moins grands que certains clubs qui peinent à aligner des victoires, là, comme les Orioles de Baltimore, par exemple. Si vous allez voir le site MLB Team Payroll Tracker, vous allez voir que les Orioles alignent
un joueur vraiment surpayé, peut-être qu'il n'est pas surpayé, là, mais un joueur qui est vraiment surpayé comparé aux autres. Et le reste de l'alignement, il y en a beaucoup de cet alignement-là qui vont toucher environ 500, 600, 700 000. Puis vous avez le gars qui fait comme 25 millions, qui est vraiment au top. Ça donne des alignements qui ont de la misère à s'en sortir parce qu'il manque de ressources. Toutes les ressources sont allouées vers un seul et unique joueur. Et concernant le soccer, il semblerait qu'une très grande dispersion au niveau de salaire augmente la performance sur le terrain. Donc ça pourrait s'expliquer par le fait que ces équipes-là ont une meilleure statistique en termes de course puis de dribble avec le ballon. Ça a été prouvé dans l'étude de Frank Enwesh en 2011. Mais selon le même auteur, une grande proximité entre les salaires, donc des salaires qui sont très serrés, ça amène des équipes performantes aussi. C'est les équipes plutôt qui sont dans le milieu, que c'est pas clair, qu'il n'y a pas trop de dispersion puis que c'est pas trop serré non plus. C'est là que les performances vont être réduites. Donc en effet, les gens ont tendance à se comparer à leurs semblables en termes de salaire. Donc, c'est mieux s'il y a une très grande différence qui existe. Si on prend l'exemple de la Ligue nationale, je pense pas qu'il y a un joueur de quatrième trio qui s'est comparé avec Sidney Crosby. Je pense pas qu'il y a un joueur de quatrième trio qui s'est comparé avec Connor McDavid. En disant, là, c'est pas juste, là, lui, il est vraiment plus payé que moi. T'as pas d'argument. Tu peux pas dire, je fais tellement plus de points que lui, je suis tellement meilleur que lui. Quand que c'est clair qu'il y a une dispersion entre les deux, qu'il y a une distinction à faire entre les deux, qu'il y en a un qui a vraiment plus de talent que l'autre, c'est plus facile de justifier l'écart de salaire. En revanche, quand on a deux joueurs qui sont comparables, qui apportent des résultats qui sont similaires, c'est là que ça devient un peu plus difficile pour le joueur qui est victime de l'injustice en tant que tel, du moins de la perception d'injustice, de pouvoir dire « Ok, c'est good, ils mettent un meilleur salaire que moi. » Dans mon cas, de ce que je percevais de l'extérieur, j'en ai déjà parlé, je pense, dans le premier podcast, Andrew Shaw et Brendan Gallagher. Quand tu as un Andrew Shaw qui touchait un extrêmement bon salaire et que tu as Gallagher qui fait à peu près le même travail, qui se défonce à chaque match, qui se donne cœur et âme pour l'organisation et qui voit ça, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de l'envie. Ça peut créer une espèce de feeling de « Hey, ça me frustre, là, ça m'en maudit, ça m'en tabarnak parce que il gagne plus que moi puis je fais le même job. » Ou j'ai l'impression que je fais le meilleur job, ou j'ai l'impression qu'on fait le même job. Et là, on va voir un peu la même chose. C'est ça ma prémisse, c'est ça ma problématique que j'ai exposée dans mon mémoire. Regardez Mitch Marner. Mitch Marner, il a raison un peu de critiquer les choses parce que on va regarder ici ensemble, je vais citer une partie de mon mémoire. Au cours des dernières semaines, la situation contractuelle de l'allié droit des Maple Leafs de Toronto, Mitchell Marner, retient toute l'attention médiatique. Selon plusieurs médias, le joueur natif de Markham en Ontario serait à la recherche d'une entente d'une valeur similaire à celle de son coéquipier et joueur de centre Austin Matthews. Ce dernier touchera un salaire de 11 634 000 $ pour les 5 prochaines campagnes. Tandis que Marner n'a empoché que 832 500 $ l'an dernier, ce qui exclut aussi des bonnes performances. À titre comparatif, 94 points en 82 matchs pour Marner. L'année passée, Austin Matthews, 73 points en 68 matchs. On a William Nylander qui frôle les 7 millions de dollars par saison pour les 5 prochaines années. 27 points en 54 matchs l'année passée. Tavares, 11 millions de dollars en moyenne par année pour encore 6 ans. 88 points en 82 matchs l'année passée. Donc, on peut parler du point que oui, il y en a qui sont centres, il y en a qui sont ailiers, ça va différer parce que la réalité, c'est que les responsabilités sont différentes. Un centre doit vraiment être plus responsable sur la patinoire, va vraiment aller d'un bout à l'autre de la patinoire. Un allié va être en périphérie, le rôle est vraiment différent au niveau de la couverture. Mais sauf que quand tu as Mitch Marner qui s'assoit avec son agent, il est comme « Ouais, j'ai beaucoup plus de points que mes coéquipiers. » Et là, en ce moment, si on me donne juste 8-10 millions, puis qu'il y en a un qui fait 11,6 et que je l'ai détruit littéralement au niveau des statistiques, ça se peut que ça crée des divergences et ça se peut que ça joue sur la cohésion. Ça se peut qu'à l'interne, il y a de la bisbille par rapport à ça. Là.
Posez-vous la question. T'sais, ils l'ont regardé ça à l'extérieur, les journaux, etc. Ouais, Mitch Marner, il veut le même salaire que Matthews, blablabla. Sauf que là, est-ce que ça se peut qu'un moment donné, John Tavares ou Patrick Marleau, qui est un bon ami à Matthews, jasent de ça, puis ils sont comme, hey, Marner, là, qui fait chier, blabla, là, d'être tout le temps porté sur le salaire pour pouvoir faire le même salaire que moi, je suis meilleur que lui. C'est comme, ça se peut qu'il y ait des conversations à l'interne qu'on ne connaît pas, puis que ça jase entre eux que Marner ici, Marner et ça, Marner mérite ci, Marner mérite pas ça, puis que ça peut faire des sous-groupes. Fait qu'au-delà de compter des buts, de faire des passes, puis de gagner des rondes de séries éliminatoires, ça se peut qu'à l'intérieur du groupe, ça amène des discussions, des dynamiques qui vont au-delà de la production sur la patinoire. Donc, c'est ça qui est vraiment important à considérer. Donc, est-ce que c'est les attributs des individus? Donc, des individus qui font preuve d'humilité, qui sont honnêtes, qui vont accepter de la situation. Est-ce que c'est plutôt comment que le directeur général va gérer ça à l'interne, donc au niveau de la justice, donc justice procédurale, donc est-ce qu'on donne la voix aux joueurs, est-ce que c'est bien exprimé, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est transparent comme processus, est-ce que ça va être plutôt au niveau de la justice distributive, à savoir est-ce que les ressources sont bien réparties dans l'équipe selon les joueurs, ou ça peut être la justice interactionnelle qui est je vais bien transmettre l'information à mes joueurs et je vais leur expliquer vraiment le pourquoi du comment pour que ça passe mieux, que ça soit mieux justifié, que ça soit bien expliqué aux joueurs. Ou encore, la troisième alternative, donc on a parlé des attributs personnels, on a parlé des types de justice fournis par le DG, mais ça peut être aussi au niveau du coaching. Est-ce que le coach est capable de réguler les émotions ressenties par l'athlète, les émotions potentielles ressenties par l'athlète en termes d'envie versus les autres joueurs. J'envie le salaire qu'il obtient, j'envie le traitement qu'il obtient dans l'organisation, ou l'aversion de la perte. Donc l'aversion de la perte, c'est j'ai peur de perdre mon rôle au sein de l'organisation. J'ai peur de perdre de l'argent au sein de l'organisation. J'ai peur de perdre mon respect. J'ai peur de perdre l'impact que j'ai au sein de l'équipe. Donc, réguler ça, des fois, c'est pas inné, c'est pas acquis non plus par l'athlète. Le coach va avoir cette responsabilité-là de venir gérer les émotions dans l'équipe pour ultimement amener l'athlète à se dépasser et à reprendre ce qu'il a laissé. Se servir de son talent finalement pour rendre des services et accomplir la tâche qu'il a avec son équipe. Donc moi, je vais me pencher là-dessus au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je vais lire beaucoup là-dessus et évidemment, je vais avoir des outils pour pouvoir approcher les équipes pour aller chercher ces informations-là. Mais d'ici là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de l'athlète de se réguler et d'offrir une performance optimale quand même? Est-ce que vous pensez que ce serait au DG d'avoir quelque chose qui est clair? Si on veut avoir quelque chose qui est dispersé, ben de le clarifier puis de l'expliquer aux joueurs pour que ce soit clair, ou de plutôt d'avoir une justice distributive qui est adéquate, donc de répartir le salaire de la bonne façon, ou c'est le rôle du coach de pouvoir venir réguler ses joueurs, de réguler les émotions des joueurs, de se dire ok guys, il y a une raison pour laquelle c'est fait, et de leur expliquer c'est quoi leur rôle, de leur donner un rôle qui leur permet de contribuer dans l'organisation. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. C'est le rôle du coach, c'est le rôle du DG, c'est le rôle du joueur là-dedans pour se sortir de ce pattern-là et d'offrir une performance optimale et de maximiser la cohésion entre les joueurs. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et sur ce, on se dit à un prochain podcast. Ciao!